Salut les psychonautes, deuxième chapitre de notre live Hannibal. Cette fois-ci c'est Dave d'Histoire Brève qui nous parle de tueurs en série pas comme les autres, accompagné de notre Manon adoré de C'est une autre histoire, et vos humbles serviteurs psychiatres. Âmes sensibles et végétariens, on préfère vous prévenir, ça va parler de viande, de cannibalisme, de meurtre et de maladies bizarres. Dave et Manon, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous de nous avoir invités. Ouais. On peut remercier Vled pour les pièces musicales dont il nous honore. Merci. C'était beau. Tu vas me parler de tueurs en série, alors on en connaît plein de tueurs en série, mais voilà. tu as décidé de parler de ceux qu'on connaît pas. C'est ça, faire un petit point sur 3 tueurs en série, mais qui ne ressemblent pas trop à la définition de ce qu'on appelle tueurs en série aujourd'hui, pas des Hannibal Lecter justement. Ok, mais avant tout, qu'est-ce que Mabrouzza nous a concocté? Die Wurst. La saucisse. Ok. La synthèse de témoignages d'anthropophages célèbres et de la science de garçons bouchers locaux. Veuillez vous désinfecter le palais à l'aide de la gelée hydroalcoolique avant dégustation. Hydroalcoolique. Ok. J'aime beaucoup. C'est quoi, c'est de la vodka? C'est de la vodka. Ah, Cool. là on Je suis parle. mis à la bonne Non, table. désolé, on peut pas vous faire partager, mais quoi, un joint, un bout, la vodka. Voilà. J'arrive pas Un à bout de le- vodka. Voilà, On a vraiment c'est montré un l'intérêt. ratiboise le palais, comme ça on pourra profiter Ah oui, c'est de un- toutes les Ah, en saveurs. effet, ça Ah, nettoie. On est bien. Ah oui. C'est de la vodka. Non, prenez pas forcément tout. Hein, parce que- Mais écoute, c'est l'expérience, on est là, on fait un. Voilà. Donc après, on va utiliser la pince pour chacun se servir Une bourse. une wurst. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ils ont travaillé. Mabrouzza a Mabrouzza, énormément travaillé Merci. sur trouver le goût de la viande humaine. Et ça, comment ils ont fait? Il y a des témoignages de tueurs en série qui ont mangé leurs victimes, qui sont plus ou moins fiables, parce que on racontait un petit peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui disaient que ça ressemblait à du porc, d'autres à du veau, d'autres à du bœuf. Enfin bon, on n'arrivait pas à savoir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ethnologues qui, volontairement ou involontairement, ont mangé de la chair humaine. Et notamment, il y a un ancien journaliste, un journaliste du New York Times qui s'appelait Seabrook, qui a écrit 3 ou 4 articles sur effectivement ce à quoi pouvait ressembler la chair humaine. Et lui, il parle du veau. Donc le but c'était de reconstituer quelque chose qui ressemble à l'humain. Absolument. Tu vas manger de forme l'humain. aussi, Oui, c'est on ça t'a choisi exprès pour ça. C'est un pouce, c'est ça? Pourquoi pas? On va pas commencer Pourquoi comme pas. ça va. Wurst. Première histoire, Dave nous parle de Gilles Garnier, un tueur en série français qui a vécu au XVIe siècle et qui a le surnom le plus badass de tous les temps, le loup-garou de Dole. Alors là, normalement, c'est le moment où je commence à raconter un truc ultra stylé, mais Chris faisait n'importe quoi avec son micro et le son était beaucoup trop schlag, donc on a dû le refaire en voix off. Désolé. Donc c'est l'histoire de Gilles Garnier. C'était un type ultra croyant qui s'était retiré dans les bois pour être seul et pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais bon, il finit par se sentir seul, justement, et il s'est quand même marié et il a eu des enfants. Mais il est jamais sorti des bois. Arrive l'automne 1572, une famine touche la France, et tout le monde commence à crever de faim, c'est la grosse galère. Il aurait, d'après lui, rencontré un spectre ou une apparition, on sait pas trop, qui lui aurait proposé une mixture qui lui permettrait de se transformer en loup. Alors là, Chris et Jeff disent « Oh là là, en loup, mais c'est un truc de malade, dis-nous en plus, Dave !» Et puis, je vous laisse avec le reste de la vidéo. On va refaire le psychiatre, mais la lycanthropie clinique, c'était une entité, c'est une entité classique. Oui. C'est plutôt rare, hein. Moi j'en ai jamais vu. Hein. Alors nous, on en a eu un dans notre service. Alors, Wow. il ne faut pas que je révèle le secret médical, mais alors c'était compliqué parce que la lycanthropie clinique en psychiatrie, c'est pas forcément des gens qui se prennent pour des loups. Parce que lui, il se D'accord. prenait aussi un peu pour un tigre. Tu vois, c'était un peu plus sympa. Ça s'applique à tous les gens qui se prennent pour des animaux et qui essayent de bouffer d'autres Oui, gens. ouais. Alors pas qui C'est un essaye de bouffer, shapeshifter. c'est un shapeshifter. Shapeshifter, voilà. Un mot foisé, comme on dit chez moi. Chez moi. Et donc voilà, cette fameuse mixture qui lui permet de se transformer en loup. Et du coup, sous forme de loup, entre octobre 1572 et janvier 1573, il va tuer et manger 3 enfants. Voilà. Il en tuera un 4e, mais il va être surpris par des villageois, essayer de s'échapper, se faire arrêter, être condamné pour lycanthropie et sorcellerie, et être brûlé au bûcher. Voilà. C'est très sympa comme histoire, mais après, si on met en contexte, donc famine, donc voilà, plus rien à manger. Ça, c'est le cannibalisme de famine. Ça, je pense Exactement. Léo va en reparler tout à l'heure. Et en aussi. fait, autre chose qui a été rapportée, c'est qu'il a non seulement tué et dévoré une partie des enfants, mais il en a aussi rapporté une partie chez lui, justement pour nourrir sa famille. Ah, pour nourrir sa famille. Donc, Mais de manière affichée ou pas?
Oui. Sa famille savait? Sa famille savait, D'accord. mais ils étaient tous C'est plein de simple. mauvais. Bah, en même temps, pour accepter de rester habité dans les bois avec De son base. mec chelou, bon, Faut pas Avec être, un loup avec un loup. Voilà. Après, typiquement, avouer devant un tribunal de l'église, c'est très bien que ça veut pas dire grand-chose en soi. Le nombre de gens qui ont avoué avoir volé sur des balais, ou voilà. Bah, ouais. L'hypothèse famine, on avait que ça à faire, est un peu mieux. Mais pour le coup, voilà, on est un peu loin de l'esthète ou tout simplement du tueur en série qui va aller tuer des gens pour la beauté Ouais. du meurtre. C'était un cannibalisme opportuniste. Donc, Voilà. ça, ouais, d'accord. Est-ce qu'il se dédonnait la conscience en se disant non mais c'est parce que j'étais un loup? Alors, l'histoire du loup, ça c'est ce qu'il a raconté au tribunal. Ouais. Mmh. Ah voilà. Ouais, donc C'est sous juste la parce que lui a torture. avoué. Ouais. Oui, c'était une bonne excuse. Hein. Voilà. C'était une manière d'abréger Tu peux ses avoir souffrances, poney ou tu pouvais être un loup quoi. Enfin, C'est ça, voilà. Et au final, je me demande si en remontant tous les cas de loup-garou ou de vampire ou ce genre de truc, c'est pas la plupart du temps ce genre de truc en plus du folklore local. Tu vois, parce qu'il y a des cas avérés de gens qui ont disparu pendant des périodes. Ouais. Si on gratte un Et peu, comme il y a des cas avérés, des maladies qui sont l'origine d'une pilosité extrême, ou les fameuses porphyries qui sont responsables d'une anémie chronique, Faut que tu expliques tes mots compliqués là parce que. Alors, la porphyrie en quelques mots. C'est un groupe de maladies plutôt rares qui est à l'origine de l'accumulation d'un précurseur de l'hème, qu'on retrouve notamment dans la fameuse hémoglobine. Ce précurseur, c'est la porphyrine. Et quand elle se retrouve en très grande quantité dans le sang, elle peut provoquer tout un cortège de symptômes pas très cool, notamment dans la forme la plus grave et heureusement la plus rare de la porphyrie, la maladie de Gunther. Parmi les principaux symptômes, on retrouve une hypersensibilité à la lumière, des déformations dentaires, des lésions parfois graves du visage, une sensibilité à l'ail et des troubles psychiatriques, comme par exemple l'agressivité, l'impulsivité. Vous voyez le tableau ? La porphyrie serait à l'origine du mythe du vampire. Alors je dis bien serait, parce qu'effectivement tous les signes que j'ai cités font partie du portrait du vampire romanesque du XXe siècle. Si on s'intéresse au vampire pré-Bram Stoker, celui-ci peut déambuler en plein jour et n'est pas forcément défiguré. Donc la porphyrie a sans doute bon dos et ne permet pas à elle seule d'expliquer le mythe de ce fascinant personnage. Comme l'hypertrichose, donc C'est quand t'as des poils partout. c'est quand t'as des Mais poils vraiment partout. Et On donc, peut ça ressemble à imaginer un que loup-garou c'est- de Londres. Oui. C'est exactement le loup-garou de Londres quand Ouais. il y avait des effets spéciaux pas terribles. Donc c'était exactement ça. Oui, bah cool story, bro. Bah écoute, oui. T'en avais annoncé 3. Ouais, 3, oui. Tout à fait. Mais avant de commencer la deuxième histoire, il faut qu'on vous dise un peu quel goût elle avait, cette wurst. Ce qui est bien, c'est que depuis tout à l'heure, vous mangez de l'humain et ça vous fait ni chaud ni froid. Alors, Moi, j'adore non. l'humain. Moi, je suis Non, pour. on ne mange pas de l'humain. Ah. Oui, non, c'est pas vraiment de l'humain, mais quand même. Alors, moi, je pars du Chaque fois principe, que je prends une si, bouchée, c'est bizarre. si je connais pas le type, ça me gêne pas. Alors, c'est délicieux et c'est quelque chose que on n'a jamais mangé, quoi. Non. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment un alliage Ah, c'est C'est super un- bon. Moi, c'est je un trouve ça mélange. délicieux. de choses connues, mais le mélange lui-même, il est Oui, original, d'accord. quoi. C'est impeccable. C'est très bon. Alors, la deuxième histoire de tueurs en série atypique, les tueurs de Westport. Donc, on est en Écosse, au début du 19e siècle. Ah, t'as sauté là quand même. Ah oui, il n'y a aucun lien historique. Hein. C'est YOLO, comme on dit. Pardon. Donc on a eu deux immigrés irlandais, Burke et Eyre, qui débarquent à Édimbourg au début du 19e et qui galèrent à boucler les fins de mois. C'est des types qui traînaient déjà dans des combines avant de débarquer là. Et en fait, à la même période, donc un peu avant 1830, il y avait une grosse pénurie de corps pour tout ce qui était dissection dans les académies médicales. Donc les gens se faisaient un maximum d'argent en revendant des corps. Aux facs, il y a eu pas mal de ça. Bah, c'est la même période On que... renfermait les tombes d'ailleurs, on mettait des grilles comme ça. Ouais. Ah oui, t'as raison, Calme, en effet. ça. Bah, je me demande si Frankenstein, ça date pas de cette période-là aussi. C'est possible. Y a-t-il un Wikipédia, mon ami? Y a-t-il des historiens à la table? Oui, non, c'est littéraire, Pas là, des hein. Et il se trouve que du coup, nos deux gars, Burke et Eyre, se retrouvent embarqués dans un truc. Il y avait un vieux vétéran de l'armée qui devait de l'argent à Burke. C'est vachement pratique comme prénom. Et le vieux meurt. Il lui devait 4 livres. Bon, à l'époque, Ça devait être une non, à petite- l'époque, petite fortune. voilà, moi, je vais y revenir un peu plus tard. Mais voilà, et du coup, le gars, il dit comment je récupère ça. Il dit, bon, quelqu'un lui parle de revendre des corps à l'Académie de médecine. Et un type sur place leur commande au docteur Knox, Robert Knox, qui, en fait, est un chirurgien super reconnu,
professeur aussi, qui fait payer en fait des séances de dissection à des élèves en médecine, mais qui lui, du coup, va voir plus en détail par rapport à d'autres profs. Donc le mec se refait beaucoup d'argent par-dessus. Donc eux débarquent avec le corps du vieux, qui leur file 7 livres. Puis 7 livres aujourd'hui, voilà. Sauf qu'en fait, j'ai été chercher après, 7 livres, ça fait à peu près 1000 € au début du 19e. Donc les gars sont bien. Du coup, ils se disent, il y a une manne d'argent pas possible à se faire. Donc, ils vont tuer une personne, la revendre, toujours au professeur Knox, une deuxième, et ça va aller jusqu'à 15 personnes. Et Knox se doute de quelque chose ou pas? Au bout d'un moment, il s'en rend compte, mais il s'en fout. Parce que lui, il fait payer ses dissections très chères, et du coup, ça lui fait une énorme rentrée d'argent. Là, t'es à la fin de ton histoire ou pas? Non. Oui, écoute, à la fin, ils se sont fait gauler. Alors, j'allais dire, par contre, où est le cannibalisme là, Dave? Excuse-moi. Non, je suis en série, là. C'est toi je parle, moi, je tricote entre Bah, tout. t'es hors sujet, mec. Ah bah non, ça fait une soirée sur le TV, il y a des tueurs en série. Oui. I believe that's what they call a mic drop. Comme vous l'avez vu, on a illustré l'histoire de Dave avec des extraits d'un film sur ces deux sympathiques personnages. Film avec Simon Pegg, qui joue dans la trilogie Cornetto, et Andy Serkis, le mec qui aime s'habiller en pyjama bleu et parler avec une voix bizarre. Autre information rigolote, Burke and Hare a été réalisé par John Landis, un réalisateur américain à qui l'on doit plusieurs films cultes, comme les Blues Brothers et Le Loup-garou de Londres. Et voilà, j'arrête de faire mon monsieur Méa, je vous laisse avec la troisième histoire, celle de Liu Pengli. On est en Chine, au 2e siècle avant notre ère. Ah oui, donc tu es revenu. Ah oui, non mais je... C'est l'aller-retour historique. C'est un historien. C'est un historien, tu l'as dit. Comment tu fais comme ça? Là, on se rapproche plus d'un cas façon Geoffrey Baratheon. Nice. Donc là, on est... c'est le neveu de l'empereur, un peu sadique, qui aime bien torturer des gens, tuer des pauvres, voilà. Et bon, il a l'immunité diplomatique, évidemment. Hein, voilà. Sauf qu'en fait, le gamin va un peu trop partir en sucette. Il doit avoir 28-29 ans au moment où l'histoire se passe. La nuit, il sort, avec des gardes du corps. Il n'est pas fou. Et il chope des gens au pif dans la rue, et les tue. Et il leur prend leurs affaires et il rentre chez lui. Donc en fait, il va faire ça tous les soirs. Il sort avec des serviteurs. Ses serviteurs l'aident des fois parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont exécutés derrière. Sinon, c'est eux qui... Voilà. Et en fait, le mec va faire ça tous les soirs. Donc il y a tout le monde qui panique, c'est encore pire qu'un loup-garou au final, parce qu'on sait très bien qui c'est et qu'on peut rien faire. Et au bout d'un peu plus d'une centaine de morts, donc le gars, une centaine quand même. un peu plus d'une centaine de morts, le gars s'est lâché. Une tête Bundy, il peut aller se rhabiller quoi. Et en fait, à la fin, le fils d'une de ses victimes l'a dénoncé aux autorités. Donc c'est devenu public, tout le monde jasait. Les conseillers de l'empereur l'ont conseillé de le faire exécuter. Parce que lui s'est dit, je peux pas faire exécuter mon neveu, donc il a juste exilé. Il y a quand même eu des répercussions sur lui. Tu vois, c'est pas rien. Ouais, se faire exiler en Chine en moins 200. Voilà, c'est que c'est chaud. En fait. Ça veut tout et rien dire. Finir dans le désert de Gobi en moins 200, moi j'y vais pas. En 2016 non plus. Oui, voilà. Bah, 3 jolies histoires. Alors effectivement, c'est un... Alors en fait, on s'est pas éloigné d'Hannibal, parce que comme tu le disais, Hannibal, c'est un tueur en série. Moi, ce que je trouvais marrant, c'est se poser la question de savoir si la BSU, la Behavioral Science Unit du FBI, c'est une vraie unité, ça existe vraiment, et c'est cette unité qui a créé une espèce de typologie des tueurs en série, organisés, désorganisés. C'est pas une typologie d'experts qui vise à comprendre, etc. C'est vraiment une typologie qui vise à essayer d'attraper le plus rapidement possible les gens. Et du coup, je me posais la question de savoir si on pouvait appliquer cette typologie à ces tueurs en série ancestraux qui existaient bien avant l'existence du FBI. Quoi. Et voilà, tout n'était pas centralisé, donc il suffisait de marcher 50-100 bornes et plus personne ne se cherchait quasiment dans cette c'est clair. Les modes opératoires et tout ça, ils sont bien décrits. Enfin, je veux dire, c'est bien documenté ces cas-là, le nombre de victimes, le contexte. En fait, à chaque fois que j'ai cherché, plus tu remontes dans le temps et plus c'est environ. Ouais. Mais du coup, tes sources, c'est quoi? C'est des sources Oui, c'est quoi tes policières, sources? Parce que les sources, c'est de important. base. Pas bien. Justement, si l'histoire des tueurs en série vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description de la vidéo, vous y trouverez une petite liste d'ouvrages sympas sur le sujet. Et n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure manière de s'adapter à la réalité.